donc je parlerai du point de vue de l'État. Effectivement, j'ai été rassuré ce matin quand j'ai entendu Mme Thiam, je crois, de la CEDEAO, qui disait que le bilan n'était pas tout à fait rouge. Donc il y avait des choses qui étaient appréciables dans la politique du Sénégal par rapport à la promotion des droits des femmes, parce que effectivement, si on se réfère à la législation, je pense que le Sénégal fait partie des pays, en tout cas en Afrique, qui ont l'une des meilleures législations sur la question des femmes. Évidemment, je vois Tata Dior qui me regarde, il y a effectivement énormément de choses qui sont à faire, et d'ailleurs je viendrai là-dessus. Je pense que d'ailleurs c'est le point sur lequel je vais un peu insister pour compléter ce que Zainab a dit. C'est surtout par rapport au cadre juridique. Le cadre juridique, il y a une certaine amélioration parce que, aussi bien dans le code de la famille, le code pénal et dans d'autres textes, nous avons vu qu'il y a une certaine amélioration des droits des femmes. Il y a eu des réformes qui ont été entreprises. J'en veux pour preuve la réforme, l'adoption de la loi sur la parité en 2010. J'en veux pour preuve aussi la réforme du code pénal criminalisant le viol et la pédophilie, on en a parlé, et d'autres pour améliorer la situation des femmes. Par contre, le défi fondamental, c'est dans l'application, à mon avis, c'est dans l'application des textes, parce que le rapportage, comme Zainab l'a dit tout à l'heure, je pense qu'effectivement, elle a parlé de 3 rapports qui ont été présentés à la CEDEF en un seul document, c'est des choses qui arrivent. On vient de présenter le rapport devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, c'était 4 rapports. Mais toujours est-il que l'important, c'est qu'entre ces rapports-là, il y a énormément d'interpellations qui sont faites à l'État du Sénégal et qui donnent toujours des réponses par rapport à des points précis. Donc maintenant, ces rapportages, c'est par rapport effectivement à la périodicité qui est prévue dans les différentes conventions. Alors, je voulais un peu parler des problèmes qui existent dans l'application. J'ai l'habitude de donner l'exemple de la loi sur les mutilations génitales féminines qui a été adoptée en 1999 et qui, quand on fait le décompte des décisions de justice qui ont été rendues jusque-là, ça pose un problème. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, il y a certaines croyances, et c'est ancré dans nos traditions, que les questions de mutilation génitale féminine, ça fait partie des traditions qu'il faut respecter. Moi, j'ai eu la chance de faire un peu le tour du Sénégal sur ces questions-là. Je me suis rendu compte que dans une région, c'est justifié par des croyances traditionnelles. Dans une autre région, c'est justifié par des croyances religieuses. Vous voyez la pesanteur de la tradition, la pesanteur de la religion, comme ici au Sénégal, je pense que parmi les 5 plus grands pays religieux au monde, le Sénégal en fait partie. Et donc, du coup, l'un des défis essentiels pour l'amélioration de la situation des femmes, c'est arriver de faire en sorte d'avoir des arguments qui puissent faire tomber ces arguments sur le plan de la religion, mais aussi sur le plan de la tradition. Je discutais avec un collègue il y a une semaine dans le cadre d'un atelier sur la budgétisation sensible au genre, mais tout le débat était axé sur le fait que la société sénégalaise est encore phallocrate. Et je pense que c'est profond dans nos têtes. Je pense que c'est le patriarcat. Et donc, au-delà des textes qui sont là, qui effectivement sont encore améliorés, parce que il y a énormément de textes dans le code de la famille, par exemple sur la question de la puissance paternelle. Je pense que la puissance parentale, on est en train de discuter là-dessus. Sur la question de la fixation du domicile par le mari, c'est un problème et sur et d'autres. Ces questions-là, moi j'ai eu la chance d'avoir participé au comité de révision des textes discriminatoires à l'égard des femmes. Nous avons relevé énormément de dispositions dans le code de la famille que nous avons considérées discriminatoires à l'égard des femmes, dans le code général des impôts, dans le code pénal, etc. Et donc, le procureur général Mbacké Fall a parlé tout à l'heure de l'article 300. Nous avons aussi l'article 305 qui interdit de manière absolue l'avortement ici au Sénégal. Évidemment, on ne demande pas à l'État du Sénégal de ne pas interdire l'avortement du Sénégal, mais quand on lit l'article 14 du protocole de Maputo, on se rend compte, je le disais tout à l'heure dans l'atelier d'où je viens, on se rend compte que qu'est-ce que l'Union africaine demande? L'Union africaine dit aux États, vous avez ratifié cette convention, on ne vous demande pas de ne pas du tout interdire l'avortement. On vous dit quand même, maintenez le principe de l'interdiction de l'avortement, mais si la femme est dans telle ou telle situation, quand même, vous devez pouvoir, évidemment dans une étape du processus
de la grossesse, vous devez pouvoir être en mesure de l'autoriser à avorter sans risquer d'avoir à faire face au procureur. Un cas d'inceste, un cas de viol et un cas peut-être de dangerosité, de situation dangereuse de la santé de la femme. Et donc, moi je pense que le premier défi, l'un des défis les plus essentiels, des obstacles les plus fondamentaux, c'est surtout par rapport à la législation. Parce que la législation, sur plusieurs aspects, est encore discriminatoire à l'égard des femmes, malgré le fait qu'on se soit engagé au niveau africain avec le protocole de Maputo, et évidemment aussi avec la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple, mais aussi devant la Convention, au niveau des Nations Unies avec la Convention. À mon sens, à mon avis, à ma connaissance, comme l'a dit Zainab, je ne vois pas une seule devant aucune de ces conventions où le Sénégal a émis des réserves ou a fait des déclarations interprétatives. Et je pense que les États, ils ont la latitude, ils ont la possibilité d'émettre des réserves ou bien de faire des déclarations interprétatives pour dire nous acceptons de ratifier, mais on aurait quand même sur telle disposition vous indiquer le sens qu'on veut lui donner. Et à partir de ce moment, c'est quelque chose qui est permis par le droit international. Et je pense qu'à mon avis, dès l'instant où ça ne l'est pas, dès l'instant où la Convention sur les droits des femmes, sur la discrimination, sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes est constitutionnelle, nous l'avons vu dans le préambule, je pense qu'à ce niveau, il n'y a plus absolument aucune raison que ça ne s'applique pas. Maintenant, par rapport à la culture, je pense à ce niveau, ce que je dis, c'est surtout aux femmes. Je pense qu'il faut encore un engagement davantage, mais il faut aussi que les femmes soient soutenues. Soutenues dans quel sens? Il faut qu'on renforce davantage leurs moyens. Les partenaires doivent davantage insister sur ce plan-là pour renforcer les femmes, pour leur permettre de pouvoir, dans le cadre de leur plaidoyer, davantage pouvoir toucher les personnes, les décideurs. À ce niveau, je pense qu'il y a aussi la formation des femmes, surtout l'alphabétisation en milieu rural, pour leur permettre de prendre la pleine mesure, la pleine conscience du devoir qu'elles ont de lutter pour qu'on améliore leur situation. L'exemple que je donne souvent sur la question du mariage précoce, ou comment on appelle ça, nous on est allé dans un village, on discutait avec des femmes, elles nous disent, si vous nous obligez à garder nos filles jusqu'à l'âge de 18 ans, qu'est-ce qu'on va en faire? Parce que nous, on n'a pas les moyens de les garder. Et donc, du coup, il y a énormément de difficultés de cette nature, du point de vue social. Il y a énormément aussi de difficultés du point de vue juridique par rapport à ce qu'on vient de dire, mais évidemment aussi du point de vue religieux, parce que je fais partie d'une task force sur la question de l'autorisation, comment on appelle ça, de l'avortement médicalisé. Et les difficultés auxquelles on est confronté, il y a l'élément religieux. De telle sorte que si on est dans cette situation-là, je pense qu'il est évident qu'on doit chercher tous les arguments qui vaillent pour pouvoir convaincre les décideurs à aller dans ce sens-là. Donc, de manière conclusive, Tata, donc c'est pour dire que les défis sont là sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan juridique, mais aussi sur le plan de la lutte des femmes, que les femmes elles-mêmes engagent, parce qu'elles doivent être renforcées en capacité, en formation, mais aussi en ressources financières pour pouvoir faire face à ces blocages-là. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci.